Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff et Arius qui sont là avec vous encore une fois ce soir. Salut Arius, ça va bien? Ça va super, Jeff. Super. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. Excellent. Soutenir et propager la culture soccer à l'ensemble des Québécois par la production de contenu médiatique de qualité. Je pense que c'est rendu notre marque de commerce. On va continuer ce soir dans cette optique-là avec le développement justement de nos jeunes et l'ascension. On peut-tu l'appeler comme ça, l'ascension au parcours professionnel? Oui, on pourrait l'appeler comme ça, l'ascension au parcours professionnel ou le cheminement du joueur amateur, justement, et jusqu'au niveau professionnel. On pourrait l'appeler comme ça. On voit qu'aujourd'hui, tout notre monde de foot est en train de se restructurer à travers le Canada, et qui fait que la venue de Jason DeVos, qui est le directeur technique au niveau du développement youth football canadien. Quand il avait décidé de prendre cette décision-là, il avait décidé qu'il allait rencontrer presque toutes les provinces à travers le pays et de permettre à restructurer le football canadien rapidement pour que en 2026, le Canada soit bien représenté au niveau football mondial. Et Québec Soccer faisait partie une des fédérations très importantes à ce niveau-là. Donc, et, tu sais, la fenêtre, elle est belle justement pour promouvoir notre soccer canadien et québécois. Tu sais, je regardais encore aujourd'hui Pierre Lamotte qui signe avec Halifax en CPL. Bravo. Tu sais, c'est une belle annonce. C'est signe qu'on s'en va dans la bonne direction. La fenêtre, elle est là pour 2026. Reste à savoir là, si on va être capable de présenter des matchs du côté de Montréal, mais on va se croiser les doigts fort. Bref, on s'en va dans le bon sens présentement. Tu en parlais, le programme de reconnaissance des clubs, je pense que c'est une bonne chose, mais c'est pas encore facile pour les jeunes de savoir c'est quoi le chemin, c'est quoi le cheminement qu'il faut utiliser pour accéder chez les professionnels, parce qu'il n'y a pas juste une ligne, on peut suivre plusieurs chemins, là. On peut suivre plusieurs chemins, et tu touches un bon point, JF. On peut suivre plusieurs chemins. Et aussi, tu amènes un autre aspect qui est, tu as posé la question, c'est quoi le chemin? C'est quoi? Donc, on a une éducation à faire. L'éducation commence par les clubs amateurs, qui sont affiliés à la Fédération soccer québécoise. Et après ça, la Fédération soccer québécoise a aussi un rôle, une responsabilité, un grand rôle dans le fond à jouer par rapport à ce développement-là, à cette restructuration-là qu'ils ont mis sur pied. Et après, c'est l'adaptation des clubs. Est-ce que les clubs ont les ressources, ont les outils, ont les moyens, ont ce qu'il faut pour s'adapter à la nouvelle réforme ou à la nouvelle restructuration? Donc, on sait tous, JF, toi et moi, on est élevés dans le monde du foot ici au Québec. C'est beaucoup de bénévoles qui font en fait en sorte que les clubs ici au Québec existent et les joueurs ont la chance, la possibilité de jouer au soccer. Après, quand ça vient au niveau du développement, structuration sur le terrain, le développement du joueur, le cheminement du joueur, on parle d'un autre aspect, puis il nous faut des experts. On est tous d'accord là-dessus. Oui. À partir de là, la fédération a un rôle à jouer. Est-ce qu'il y a encore une sensibilisation à faire, Arius, aussi auprès des parents de ces jeunes joueurs-là, dans le sens que je m'explique pour avoir coaché là, à peu près à tous les niveaux. Est-ce que il y a encore un travail de sensibilisation pour séparer le soccer
compétitif de développement du soccer, sans dire local, mais j'ai l'impression qu'il y a des parents qui veulent à tout prix voir leur enfant en soccer de développement, alors que leur enfant, des fois, soit n'a pas le niveau, soit se retrouve pas là-dedans, n'a pas plus le goût que ça, mais les parents veulent voir leurs jeunes dans la grosse équipe. Donc, souvent, tu sais, où on va prendre des arrangements avec les entraîneurs, dire mon jeune voyage avec tel autre jeune, donc si tu prends lui, il faudrait que tu prennes l'autre. Ça vient-tu de nuire un peu au développement, ça? Oui, effectivement, ça vient nuire au développement. Regarde, quand on met une structure en place, il faut aussi faire en sorte que les gens comprennent la structure qu'on met en place. Et c'est pour ça que je reviens encore sur le mot éducation. Les clubs qui sont affiliés à la fédération et la fédération qui a pris la responsabilité que ces clubs-là soient affiliés à lui pour qu'il les aide à se structurer ou à mieux développer le sport en général à travers la province, a cette responsabilité de donner les ressources qu'il faut pour que les clubs se développent. Tu parlais de soccer, justement, celui qui ne veut pas jouer au niveau compétitif, mais qui veut juste s'amuser, on parle de soccer de base, ben, on voit dans notre nouvelle structure de pyramide qu'ils ont mis sur pied, ben, ça parle exactement de ça, et ça amène au club à réfléchir un peu aussi sur, OK, qu'est-ce qu'ils veulent quelle offrir? Position, oui, quelle position que moi je dois, voilà, exactement, tu as dit le mot exact, qu'est-ce que moi, comme club, je peux offrir à mes membres qui sont à mes services. Donc, à partir de là, le club doit se positionner et puis dire que ben, moi, si je suis un club local, voici quel genre de service que je peux t'offrir. Et si je suis un club qui adhère à aller au niveau compétitif ou adhère à aller au niveau régional, ben là, voici ce que je peux offrir. Parce que Eric, ici dans le bas de l'écran, apporte une belle précision. Il y a trop de cas comme Ayo Akinola au Canada, donc maintenant qui représente les États-Unis. On en échappe plusieurs, puis on en a parlé plusieurs fois ensemble, Arius. On en échappe plusieurs joueurs dans le système présentement, et faut que cette structure-là soit justement amendée de façon à ce que des Ayo Akinola demeurent ici puis évoluent dans la pyramide ou dans la structure de Soccer Canada. Si on veut développer notre soccer, peu importe, il va trouver un chemin parce qu'on va le voir dans quelques instants. Il y a plusieurs façons de progresser et d'atteindre les sommets, mais dans le meilleur des mondes, pour la reconnaissance, on voudrait garder ces joueurs-là et ce talent-là ici, là. Je suis entièrement d'accord, et puis je veux même rajouter qu'il y en a plein des cas comme Ayo Akinola. Donc, si je parle un peu pour ma situation à moi, j'ai dû, dans les années fin 90, 96, j'ai dû quitter le Québec pour aller aux États-Unis à 18 ans, dans une grande ville comme Chicago, puis tenter ma chance, avec le Cosmos, hein? Avec le Chicago Power, excuse-moi. Power, avec Chicago Power, ouais. Donc, j'ai réussi. Donc, encore là, si j'avais pas cette passion-là, cette flamme-là de vouloir aller à l'autre niveau, ben, à 18 ans, à 17 ans, 16 ans, j'aurais arrêté de jouer au foot. Donc, aujourd'hui, notre structure, avec tous les nouveaux programmes, je peux dire que le foot a beaucoup avancé. J'en fais partie du développement du foot comme entraîneur pendant les 20 dernières années. Aujourd'hui, je peux vous dire que le foot a beaucoup avancé, mais il y a encore beaucoup de trous qui fait qu'il y a encore des Akinola qui passent à travers le système et puis qui réussit à trouver sa position vers un autre horizon qui est dans un autre pays comme les États-Unis. Et ça aurait pu être le cas à moi aussi. Puis comme c'est le cas à plusieurs d'autres athlètes qui ont la possibilité d'aller étudier, on prend juste l'exemple de l'université ici à Québec et aux États-Unis. Bon, le niveau universitaire puis le niveau universitaire ici, c'est deux niveaux différents.
Pourquoi? Parce que l'investissement est fait au niveau de... On veut vraiment développer les athlètes aux États-Unis. Est-ce que ici nos gouvernements, nos fédérations sont derrière ce développement-là au niveau scolaire, au niveau... Oui, je crois que oui. Mais est-ce qu'on a fait des pas d'avance? Oui, je crois que oui. Mais on a encore un grand pas d'avance pour voir qu'aujourd'hui, combien de joueurs qui sortent de la NCAA, qui jouent MLS, et puis qui atteint un très beau niveau, et qu'on sait aujourd'hui que la MLS prend 70% de ses joueurs vient de la NCAA. C'est énorme. C'est énorme. Donc, tous les clubs ont besoin ont un devoir de faire un bon boulot au niveau à la base, et ensuite, pour que le jeune progresse, pour atteindre un certain niveau académique, donc les ligues MLS maintenant, on voit comme l'Académie de l'Impact, ben, c'est un peu le même genre. Ici, on a l'Académie de l'Impact, mais c'est pas tous les joueurs qui peuvent atteindre ce niveau-là, parce qu'il y a seulement un minimum de joueurs qu'on peut, dans tous les clubs qu'il y a au Québec, il y a 300 plus clubs au Québec, donc on a seulement l'Académie de l'Impact pour 300 clubs au Québec. Mais, on a... C'est ça, c'est énorme. Puis l'académie, là, il rentre pas tant de joueurs là. Il rentre pas tant de joueurs là. Donc, on a besoin de trouver de la compétition. On a besoin de trouver des encadrements élites pour permettre à ce que nos joueurs passent pas à travers ce système-là, comme le cas qu'on vient de nommer, et qu'on puisse atteindre un certain niveau. Exactement. Et puis qu'on puisse garder le plus de joueurs possible dans notre milieu. Puis on est capable parce que Eric encore dit, tu sais, il y a quand même des bons coups comme les Whitecaps de Vancouver, par exemple, avec Alphonso Davies. Bravo Whitecaps. Et effectivement, donc ça, c'est une belle pépite qu'on a dénichée. Mais des joueurs comme, par exemple, Jonathan David n'a pas nécessairement suivi le parcours atypique d'un joueur. Je pense à Samuel Piette également, qui est allé du côté de l'Europe avant de revenir ici. Fait que c'est des joueurs qui ont été chercher justement cette structure-là à l'extérieur du Québec et du Canada. Est-ce que, selon toi, le fait, parce qu'on parle beaucoup de la NCAA, notre système scolaire fait-il en sorte qu'on prend un retard? Tu sais, vu que, comment je pourrais dire, aux États-Unis, il y a le secondaire, il y a l'université. Là, nous autres, entre les deux, il y a le cégep. Et est-ce que c'est là qu'on perd justement un peu de qualité parce que il y en a qui vont jouer, il y en a qui se développeront pas, il y en a qui vont arrêter là parce qu'ils iront pas à l'université. Est-ce que ce gap-là peut être une source de problème dans le développement de nos joueurs? La source de problème, Jean-François, elle est plus grande que ça. Et t'en touches un qui fait partie de la source des problèmes. Aujourd'hui, combien, même à travers notre sport même, qui est le sport qu'on pratique, combien de programmes qui se chevauchent à travers du développement de l'athlète. Donc, NCAA, quand la ligue aux États-Unis, USL, les ligues de développement sont là, la NCAA n'y est pas. On va regarder, je vais le mettre pendant que tu parles. Oui. On va avoir ceux et celles qui sont avec nous là en audio, vous le verrez pas, mais ceux et celles qui sont branchés avec nous pour la diffusion vidéo, vous avez accès présentement à la pyramide de développement. Sur la droite, on aperçoit le système américain. Oui. Et puis, on voit à gauche le système de la football anglaise, la Premier League et tout le cheminement à la base. Et si on regarde nos voisins, les Américains, on a la division 1 qui est la MLS, on a la division 2 NASL, mais qui est devenue ensemble la USL, tout ensemble. La NASL et la division tout ensemble. Donc, à partir de là...
Je t'arrête 30 secondes, Arius. Est-ce Vas-y, qu'on sait vas-y. à ce moment-ci, la nouvelle ligue U23, MLS Next, on sait que la MLS jongle avec l'idée là, de lancer une ligue U23. Est-ce qu'on sait si elle va aller en haut ou en bas de la USL? Elle n'a pas encore été. Je ne sais pas encore où est-ce qu'ils vont la rentrer dans cette sûrement, parce qu'il y a déjà des équipes dans la pyramide, mais il y a déjà des équipes de la MLS qui ont des équipes dans les divisions plus bas. Oui. OK? En USL, USL. En USL, exactement. Donc, c'est une continuité de ce qu'ils veulent faire, mais ils veulent rajouter une coche plus haut qui est la U23. Mathieu nous dit le nom des championnats a changé, c'est ça. C'était juste pour montrer là un peu la structure. Donc, effectivement, il y a des noms qui ont changé. Ils ont changé, exactement. Mais ce qu'on voulait vraiment montrer, c'est plus au niveau du développement à la base. Quand on voit, regarde, toutes les ligues qui sont à gauche, la USL, NPSL, et les Youth Development, les US Club Soccer Development, ils sont en collaboration avec la NCAA. Mais donc, ils sont en parallèle avec le développement scolaire. Voilà, exactement. Donc, il y a un parallèle dans le développement scolaire et dans le développement du foot amateur aussi. Ce qu'on n'a pas ici présentement. Ce qui est un gros problème dans notre développement. Parce que si on regarde ça, Arius, là, on a les infrastructures. Avant, on pouvait pas tant jouer l'hiver et je peux comprendre la problématique. Maintenant, les grands bassins, les grands marchés ont presque toutes des infrastructures qui leur permettraient de jouer ou à tout le moins là, à 70% des cas, jouer à 12 mois par année. Mm-hmm. Donc, on pourrait avoir un système parallèle au système justement scolaire. Puis, souvent, on a des jeunes qui se rattachent par le sport à l'école. Mais des jeunes qui vont, par exemple, atteindre, après le niveau secondaire, vont aller en cheminement DEP, vont aller chercher une formation professionnelle plutôt qu'un cheminement académique qui va être cégep, collégial donc et universitaire. Et c'est ces gens-là là, qu'on perd dans la pyramide qu'aux États-Unis ont réussi à avoir parce qu'il y a un système parallèle. Il y a un système parallèle et non seulement ce système parallèle-là est lié, mais il y a un développement qui se fait parallèlement à ça. La crédibilité pour le club de savoir que son joueur s'en va jouer dans les top 10 universités division 1 aux États-Unis, elle est là. Donc, un parent qui arrive avec son enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, qui 6 ans, et puis qu'à l'arrivée à 9-10 ans, qu'il voit qu'il y a une passion chez son enfant, puis l'enfant aspire à atteindre ce niveau-là, ben, se dit, ben, je suis dans le bon club parce qu'il y a eu X, Y, Z qui ont atteint ce niveau-là et ils sont allés à un niveau division 1 et ils ont la chance de se faire drafter par la MLS. Et il y a un grand pourcentage de réussite. Donc, ils ont un modèle établi qu'ils peuvent suivre, qu'on doit établir ici. Là. Qu'on doit établir ici. Qui fait qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de jeunes qui veulent partir à gauche, à droite. Mais je pense qu'il y a une certaine de sentiment d'appartenance qu'on n'a pas. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je dois le dire, dans notre structure, comment elle est faite, puis je l'ai déjà répété, puis je n'arrêterai jamais de le répéter, il y a trop de jeunes qui ne peuvent pas jouer au soccer à cause qu'ils n'ont pas les moyens. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on en perd énormément. Puis là, j'ai mis la pyramide donc québécoise avant tout le programme de refonte des clubs, de reconnaissance des clubs. Donc, nous règle générale, on va aller en ligue régionale U13 à U17. Après ça, ça va être le développement scolaire. Et là, on va arriver comme PLSQ et CPL éventuellement. Exactement. Au sommet de cette pyramide-là. Là. Exactement. Mais on n'a pas ce canal-là qui est parallèle à celui du système scolaire qui fait qu'on pourrait rajouter des jeunes dans le développement du soccer, passer
peut-être justement U17, U16, U17, où ce qu'ils vont finir là, le secondaire. Et souvent, c'est là. On voit des clubs, puis c'est pas juste à Rivière-du-Loup, c'est partout où on voit des clubs U17, U18, 3A, puis là, après ça, là, c'est difficile. Puis là, on réussit de peine et de misère à faire des clubs seniors, mais là, les gars viennent pas, les gars ont des blondes, les gars commencent à travailler. Donc, on les a pas vraiment accrochés à un rêve de se projeter plus loin. Et c'est où est le gros trou aussi dans notre développement du foot québécois. Donc, on a aujourd'hui plus de, je te dirais, 20-25% de cette catégorie d'âge-là qui continue à lâcher le foot. À 16-17 ans, ben, ils se retrouvent dans les ligues de garage. Je peux te le dire comme exemple à Montréal, la plupart de les gars de 17, 18 ans, 19 ans, mais qui arrivent collégial, qui peut atteindre le niveau universitaire et tout, mais ça leur tente plus parce qu'ils n'ont plus le goût de donner investir le temps ou de donner le temps parce qu'ils n'ont pas eu cet accrochement-là pour vouloir continuer. Aujourd'hui, il y a des collèges à Montréal, que ce soit du côté féminin, du football féminin ou du côté masculin, qui ont un très beau programme, qui présentent un très beau programme. Je pense que votre garçon fait partie du programme à Québec. Oui. C'est quoi l'école? Cégep François-Xavier Garneau. Les Élans de Garneau. Les Élans de Garneau. Donc, je pense qu'il y a un très beau programme soccer, puis que ce soit féminin, que ce soit masculin, que beaucoup de jeunes ici dans le Bas-Saint-Laurent qui aspirent à atteindre un niveau collégial, aimeraient se faire prendre par FX Garneau. Donc, oui, c'est sûr. Donc, ça, c'est un modèle. Mais après, il vient que, en même temps que FX Garneau a besoin du service de votre garçon, mais le club aussi a besoin du service de votre garçon. C'est ça. Donc, il y a un conflit d'intérêts. Donc, à partir de là, le développement du jeune vient être un peu achalandé parce qu'il y a sport-études, il y a mon club 3A, il y a mon collège, puis je sais plus où mettre la tête. Puis des fois, c'est des burn-out, des fois, c'est des surentraînements. Exactement. Le surentraînement, tu sais, je regarde le mien, là, puis là, c'est plutôt en pause avec la COVID, mais normalement, il joue 3A avec Beauport. Il joue donc avec Garneau, collégial. Il fait des tournois futsal parce qu'il veut garder la technique, tout ça. Puis c'est super correct, mais tout ça fait qu'il joue au soccer énormément dans une semaine, plus ses entraînements parce qu'il veut garder la forme. Fait que tout ça, bout à bout, là, ça devient beaucoup de soccer. Alors qu'il pourrait cheminer avec son club 12 mois par année si on ferait les bonnes choses. Éric nous dit, à part Longueuil et la Chine, pas grand place pour jouer en hiver au Québec. Je dirais que c'est plus tant vrai, Éric, sincèrement, parce que nous, ici, là, à Rivière-du-Loup, je suis pas la plus grande ville du Québec, là, puis on est capable de jouer là, dans un stade intérieur, même l'hiver. Donc, maintenant... Peut-être qu'Éric, il veut parler un peu de... Ligue, peut-être. De ligue, peut-être, mais il y a peut-être un peu raison là-dessus. Il n'y a pas de grande ligue en ce moment, mais il y a des ligues régionales, il y a des ligues locales dans les plus grandes régions où il y a beaucoup plus de clubs mieux organisés. Parce que, encore là, c'est un des problèmes dans notre développement. Parce qu'il y a des clubs qui offrent le service l'été, puis l'hiver, ils sont pas ouverts. C'est ça, parce que est-ce qu'on pourrait faire ça, justement, offrir comme 2 saisons avec les clubs en Ligue 3A, par exemple, de dire, OK, il y a la saison estivale, il y a la saison hivernale, on joue les deux, mais encore une fois, on revient au problème de tantôt, on rentre en conflit parce que là, les jeunes vont jouer le jour avec l'école, vont rejouer le soir des matchs, là, les muscles viennent tendus. Les risques de blessures sont énormes. Ben, c'est parce qu'il faut trouver, en tant que responsable ou organisateur ou responsable de développement du sport, il faut trouver une ligne directrice et il faut trouver une ligne d'entente puis dire, OK, on offre tout le même sport.
comment qu'on peut se mettre tout ensemble pour le développer à fond. Parce que c'est ça, l'objectif final. L'objectif final, c'est ça. Parce que je veux développer mon programme, je veux développer mes athlètes, mais il reste que le club veut faire la même chose, il reste que l'université veut faire la même chose, le collège veut faire la même chose. Oui, c'est ça. Fait que tout le monde tire la couverte un peu de son bord, puis ça se fait au détriment, justement, des clubs. C'est au détriment de l'athlète, puis au détriment du club. Exactement. Puis il y a une certaine d'éthique aussi dans tout ça. L'éthique de travail de chacun n'est pas pareille. Donc, si le club parle a une philosophie de façon de développer le joueur, et puis FX Gano a une autre façon de développer, ça devient conflictuel, c'est ça. Puis c'est pas les mêmes schémas de jeu, c'est pas les mêmes. Fait que ça devient difficile. Éric nous dit bien raison, les prix sont vraiment exorbitants, mais est-ce qu'il existe de l'aide? Je pense qu'il y a de l'aide qui est offerte pour financer le sport, mais si je me trompe pas, il y a des conditions là. Faut que ça soit comme un 3e enfant pour avoir certains crédits d'impôt et des choses comme ça. Donc il n'y a pas d'aide nécessairement pour le développement des jeunes athlètes. Et il n'y a pas de programme de soutien, je pense, mais c'est sous toute réserve, là. Mais aux joueurs de haut niveau, je penserais pas. Éric amène un bon point. Il y a quelques années, nous avons reçu au stage de la fédération un membre technique du développement du foot en Allemagne. Et j'ai oublié son nom. Son nom m'échappe. Mais il nous a dit, c'est la première fois qu'il arrive dans une nation de foot, savoir que les jeunes doivent payer une cotisation à chaque fois pour jouer. Puis c'est Zlatan qui est arrivé en MLS et qui a dit la même chose. Puis lui, là, il en manque pas d'argent. C'est pas un problème pour lui. Ça, mais il avait déclaré, ça fait pas de sens que les enfants doivent payer pour ce développement-là. Puis j'avais soulevé l'idée justement à un moment donné de est-ce qu'on pourrait pas soit remonter un peu les cotisations générales des clubs, puis tu sais que le développement du soccer se fasse au même prix, mais que ce soit sur invitation. Donc, on identifie le talent, ça coûtera pas plus cher pour jouer. C'est le club qui va défrayer par l'ensemble de ses membres l'adhésion, mais bon. Ça amène d'autres sortes de problèmes dans ce cas-là. Ça amène d'autres sortes de problèmes parce que il reste que c'est des abus non lucratifs. Ça, c'est très important. C'est des bénévoles qui donnent leur temps pour gérer ça. Que des fois, ça vient aussi un autre problème. C'est d'autres problèmes à gérer. Mais le vrai pouls du problème, c'est que peut-on mettre un système sur pied ou est-ce que tous les jeunes, que ce soit la classe riche, moyen, ou pas en moyen de capable de payer une activité pour leur enfant, doit être en mesure de jouer au soccer pour atteindre un certain niveau, que ce soit à un certain niveau haute performance ou quoi que ce soit, mais pour atteindre un certain niveau. Et aussi pour permettre également d'augmenter le plus grand nombre de joueurs, d'amateurs de foot. C'est la seule façon on va augmenter le nombre d'amateurs. C'est sûr. C'est la seule façon qu'on va pouvoir permettre à ce qu'on puisse trouver un Alphonso Davies. Exactement. Donc, ça va passer par ce développement-là, ce scouting-là chez nous. Fait que ça, c'est sûr. Durant l'hiver, est-ce que le futsal pourrait être une bonne alternative pour développer les jeunes? Une question de Mathieu. Sincèrement, si vous regardez présentement aller, puis ça m'étonnerait pas qu'on le voit exploser sur la scène internationale un jour. Mohamed Farsi est un joueur qui joue au futsal et je pense que techniquement, le futsal est un apport hyper intéressant pour les jeunes. Donc, pour moi, l'entraînement futsal va améliorer la dextérité d'un jeune, va améliorer sa rapidité d'exécution, sa prise de décision, donc beaucoup d'habiletés
c'est beaucoup plus technique au niveau du futsal. Alors, c'est là qu'on va voir apparaître là, les dribbles rapides. Tout ce qui est vraiment technique, d'après moi, on peut le gagner en développement futsal. Je me trompe-tu, Arius? Écoute, c'est drôle que le monde, aujourd'hui, on parle futsal, puis c'est le vrai thème, puis c'est parfait avec ça, parce que moi, quand je suis arrivé au Québec, c'était soccer en gymnase. Ouais. Et puis, j'ai grandi dans le gymnase, moi. Puis, quand je suis entré dans les années 80 ici, l'hiver était un peu plus long qu'aujourd'hui. Il était plus rude. À Montréal. Ouais, beaucoup plus rude. Et j'ai grandi dans les gymnases, qui n'a pas empêché. C'est vrai que j'ai grandi, mon soccer de base en Haïti et tout, mais quand je suis arrivé à l'âge de 8 ans et 9 ans, et quand j'ai commencé à jouer au foot dans le gymnase, ben, j'ai grandi dans ces espaces-là, des espaces restreints où est-ce que tu dois réagir plus vite, prendre des décisions plus vite. Puis le ballon, en plus, c'était pas un ballon futsal, le ballon, c'était un vrai ballon extérieur qui rebondissait dans le gymnase. Fait que il fallait apprendre à mettre le ballon au sol rapidement, puis jouer rapidement. Donc, qui nous a permis, je pense, ma génération en moi, de progresser très rapidement techniquement. Et je peux te dire que un des problèmes, moi, j'ai rien contre je pense que c'est parfait, les grands stades et tout. Mais ça, c'est un des grands problèmes aussi de notre développement parce qu'il faut rentabiliser ces stades-là. Donc, pour rentabiliser ces stades-là, s'il n'y a personne qui vient les louer, ça va être difficile de les rentabiliser. Donc, des fois, qui va payer pour ça? Mais c'est les membres qui jouent au soccer, que c'est eux qui rentabilisent plus souvent le stade. Et donc, c'est eux que ça coûte plus cher. Et moi, ce qui me dérange le plus dans tout ça, JF, maintenant, je parle en tant que parent et non en tant que technicien au développement, c'est que le coût qu'on paye et voir le service qu'on reçoit des fois, c'est absurde. Ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Vois-tu, Éric nous dit, moi, je suis papa de 6 enfants. Ça commence à être du monde en tabarouette. 6 enfants en 2021. Félicitations, donc, Éric. Oui, mais mon fils de 8 ans est très bon au soccer, mais vous savez, je suis sûr que je suis pas le seul. Tu sais, l'hypothèque à payer, l'épicerie, les deux voitures, comment encourager et pousser mon fils. Et il est là. Elle est là la problématique dans le développement de notre soccer. C'est pas normal qu'un jeune comme ça puisse pas nécessairement avoir sa chance. Parce qu'à un moment donné, Éric n'aura pas le choix. Faut que tu y ailles par priorité. Il faut que tu fasses des choix. Et c'est sûr qu'à un moment donné, le sport, ça va être, sans dire relégué, mais le jeune n'aura peut-être pas les mêmes avantages que nécessairement, tu sais, toutes les autres. Donc ça devient une problématique parce que des jeunes comme ça, là, moi j'en ai coaché, j'en ai entraîné. Je regardais cette semaine passée chez Obélix Eskander, moi qui a signé, qui est parti en Belgique. Tu sais, je l'ai entraîné, il était tout petit, mais ces gars-là ont eu des chances, mais il y en a des bons que souvent les parents arrivaient puis le jeune n'avait pas mangé puis tu sais il avait pas eu le temps parce que justement ils sont pris dans une routine où ils sont 8, fait que le jeune il arrive, il a mal au ventre, il est tout croche. Tu sais, parce que il a pas pris le temps puis là le jeune, les parents sont un peu dépassés puis à un moment donné, là, ça va tellement vite à 6 enfants, tu sais, de suivre justement c'est où que je peux envoyer mon enfant dans un camp de développement et d'avoir le temps aussi de consacrer parce qu'à un moment donné, à 6, il faut que tu partages. Là, il y en a qui jouent au soccer, il y en a qui vont jouer au hockey, il y en a qui vont faire du patinage artistique, il y en a. Fait que ça devient pas facile de développer ces jeunes-là. Ça devient pas facile de développer ces jeunes-là. Et encore là, moi, je veux pas arrêter de le dire, c'est que on n'aura jamais les meilleurs si c'est le cas. Si on prend pas soin des enfants-là. Si on prend pas soin des enfants-là, on n'aura jamais les meilleurs parce que c'est eux qui passent le plus de temps dehors et à jouer au ballon parce que je peux te dire que à force de jouer, ben ils oublient qu'ils ont faim.
Ouais. Des fois. Puis c'est quand, ben là, c'est à la fin de la journée qu'il remarque que, j'ai faim. Mais c'est parce que le ballon l'a gardé active et puis il a oublié qu'il avait faim. Et ses amis l'ont gardé active, il a oublié qu'il avait faim. Mais à la fin du coup, cet enfant-là, il souffre à l'intérieur. Puis il se développe pas physiquement, il se développe pas mentalement, il se développe pas psychologiquement. Puis ils n'auront jamais la chance d'atteindre l'autre niveau. Non, dès qu'ils auront la chance d'aller faire de l'argent, ils vont aller faire de l'argent. C'est ça. À un moment donné, ça devient cette problématique-là qui entre en ligne de compte, d'avoir ces ressources-là, et c'est pas normal que ça coûte aussi cher. Tu le parlais tantôt au prorata des services reçus. Des fois, tu regardes les frais d'inscription d'un enfant au soccer et tu te dis « Wow, mais qu'est-ce qui justifie que ça coûte si cher avec autant de jeunes qui jouent? » On n'arrête pas de répéter que le soccer est le sport le plus populaire. Donc, il y en a des inscriptions. Mais à 250, 300 pièces la shot, où est-ce qu'elle va? Fait que souvent, elle va où? Elle va dans des infrastructures, elle va dans du papier, puis des beaux logos, puis des beaux gilets. Des beaux logos. C'est ça Voilà. Il est là le problème dans il est là le problème. Notre puis il faut en discuter, puis il faut que les parents soient un peu plus présents. Impliqués sur les CA. Impliqués sur les CA, un peu plus présents. Et puis dire pourquoi ça coûte autant, puis qu'est-ce que ça nous amène, et puis c'est pas seulement un groupe de parents, puis le groupe de parents qui est dans sous CA, c'est leur mandat, c'est leur rôle d'informer les parents qui sont moins impliqués, qui sont moins intéressés, et puis de les intéresser à ça, parce que leur enfant est intéressé, ils investissent l'argent à ça. Donc, je pense qu'il y a cette éducation-là à la base qu'il faut faire, puis de comprendre, on s'en va où? On s'en va où avec nos enfants dans ce sport-là? Qu'est-ce que ça peut leur amener? Exactement. Puis, tu sais, Eric, il dit, j'ai un bon travail, etc. Mes filles font du ballet, mais au soccer, c'est très difficile. Je fais trop d'argent, par exemple, pour avoir l'aide de Canadian Tire, Good Start. Ça marche pas à quelque part. Puis, tu sais, souvent, également, au soccer, si tu veux te développer, ça prend beaucoup de voyagement. Tu sais, moi, oui, je suis à Rivière-du-Loup. Je viens de Québec, c'est sûr, mais Cédric est rendu quand même à un très bon niveau présentement et tu sais, il se fait courtiser présentement par les universités puis tout ça, fait que c'est le fun. Il est dans un beau mood, mais on a voyagé énormément. J'ai la chance dans le quotidien de pouvoir faire mon horaire puis de m'ajuster selon les besoins, mais travailler de 9 à 5, ça n'aurait pas marché là, parce que tu sais, des fois, il fallait que je parte le mardi pour m'en aller à Laval parce que fallait qu'il soit là, puis mais c'est ça qui devient difficile. C'est la réalité du développement du soccer. Fait que, tu sais, peut-être d'avoir justement plus de portes ouvertes à nos académies comme Panthers. Puis il y en a plein là à travers le Québec où, tu sais, les camps, par exemple, les camps Soccer 22 ou celui qui amène des jeunes en Espagne, là. Pro foot. Le père d'Olivier Brett, Fergus. Oui, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, ces camps-là, c'est des camps de développement qui sont quand même phénoménales, des belles expériences d'immersion. Tu sais, il y en a qui se passent du côté des États-Unis. Je pense que tu es bien placé pour en parler, Arius, pour l'avoir fait souvent avec le Vermont, si je me trompe pas. Mm-hmm. Oui. Fait que, tu sais, il y en a des belles fenêtres d'opportunités, mais ça demande du temps. Ça demande du temps et ça demande aussi de la connaissance parce que il faut connaître son sport pour le faire, parce que au hockey, je suis certain que les gens qui s'investissent au hockey savent quoi faire, où amener leur enfant pour réussir. C'est ça, exactement. Ouais, contrairement au soccer, que moi, j'en vois des parents que l'enfant vient, mais ils investissent, mais l'enfant est là parce qu'il a un talent, mais ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est quand que le temps de jeu est moins,
là, tu le vois apparaître, il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que mon enfant me dit, mais il joue pas beaucoup. Mais c'est parce qu'il faut que tu t'impliques un peu plus, monsieur, tu comprends? C'est un peu l'exemple. Donc, à partir de là, exemple, rôle du club, c'est d'éduquer le parent de s'assurer, de s'impliquer et pour mieux encadrer son jeune. Et à partir de là, de s'assurer que la fédération, les clubs, les régions, offrent le service, puis offrent un bon service. C'est ça. Et faut pas que tu ailles non plus des comment je pourrais dire, pas des enfants qui sont parachutés dans le soccer, mais il y en a qui font du soccer de développement et malheureusement, tu le sais que ça mènera à rien, puis tu le sais qu'ils sont là parce que bon, les parents veulent les amener, puis ça devient presque une garderie et ça ralentit le groupe. Puis c'est ça l'enjeu aussi, parce que souvent, là, je me souviens de séances d'entraînement où j'ai dit à des joueurs, les boys, ça marche pas, tu ramasses tes affaires, tu t'en vas, ça prend 5 minutes, le parent y arrive, mais là, qu'est-ce qu'il fait? Mon jeune, il a payé, il faut qu'il soit sur le terrain. Oui, mais il nuit à tout mon groupe. Il nuit. Mais ça. pour dire un peu là, pour faire comprendre un peu aux auditeurs, JF, reviens un peu à la pyramide du développement du football québécois. Oui. Puis on va prendre l'exemple on va juste prendre l'exemple sur notre je sais pas si les gens peuvent bien voir, mais on va juste prendre l'exemple sur c'est petit un peu. On va juste prendre l'exemple sur notre région à nous. Aujourd'hui, Matane ou Desjely, donc eux, ils sont reconnus comme des clubs affiliés aujourd'hui, des clubs de soccer de base, OK? Oui. Mais ces jeunes-là, éventuellement, ne pourront, si c'est pas le club qui les amène compétitionner à l'extérieur ou faire des tournois, ou si le club est pas assez organisé, mais je prends pas l'exemple je donne l'exemple, mais ils pourront pas avancer. Il pourra jamais jouer à la compétition régionale. Il pourra jamais jouer à la compétition provinciale, des développements provincial. Il pourra jamais jouer. Fait qu'on parle de notre région, on prend juste notre région à nous. Donc, il va falloir, comme tu disais tout à l'heure, que ce jeune-là, il voyage, que les parents ont les moyens de le voyager. C'est ça. Et qu'il arrive à un certain niveau. Et c'est là qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, parce que là, dans le développement d'un jeune, il y a pas que l'inscription au soccer, il y a les frais de voyagement, les frais d'hébergement, voilà. Tout ça. Moi, mon jeune, je demeure à Rivière-du-Loup, il joue pour Beauport, mais le 3/4 des matchs, les équipes sont presque tous à Montréal. Fait que Montréal, c'est Rivière-du-Loup, Montréal, là, presque à toutes les fins de semaine, l'été. Fait que c'est beaucoup de kilométrage. C'est beaucoup de kilométrage, c'est beaucoup de le gaz, le restaurant, parce que là, t'arrêtes en chemin, puis là, un joueur de soccer, ça mange pas n'importe quoi. Puis là, à un certain âge aussi, là, il y a la folie des grandeurs, parce que là, il leur faut des souliers pour jouer à la pluie, des souliers sur le sec, sur le mou, là, maintenant, tu te dis, mais non, des souliers pour jouer au soccer, ça existe encore. Des Umbro. Exactement. Puis ce qui a fait que on a eu beaucoup d'amateurs de joueurs de soccer, c'est parce que c'était un sport qui était à la base, qui était pas cher. On veut pas que ça devienne un sport de riches. On veut pas que ça devienne un sport où est-ce que ce n'est plus accessible aux jeunes. Exactement. Puis là, ici, comme on semble. Hockey. Exactement. Puis on semble au Québec prioriser le hockey, parce que je sais qu'il y a plusieurs programmes d'aide dans les jeunes au hockey. Et Eric nous faisait l'allusion, tu sais, j'ai demeuré du côté de Vancouver et il y avait beaucoup plus d'aide de ce côté-là là-bas, plus d'aide à Vancouver donc qu'au Québec. Pourquoi? Je pense qu'il y a une volonté politique qui est ancrée justement avec cette priorité au hockey-là, mais c'est sûr que avec la popularité du sport, le changement des générations, mais que les politiciens soient des joueurs de soccer, ça va changer. Ça va changer. Ça pourrait changer le fusil d'épaule. Ça pourrait changer le fusil d'épaule. Mais il faut se rendre là. Il faut se rendre là.
Puis, écoute, j'espère juste que les gens vont prendre le temps parce que je voulais un peu sensibiliser notre population parce que, écoute, il y a du foot pour tout le monde. Puis, aux États-Unis, je pense que c'est un pays, on voit très bien, on laisse à tous les niveaux, on laisse le monde s'exprimer puis permettre à ce que ce sport-là se développe. Et puis, si on voit que l'organisation ou la personne en question met quelque chose d'intéressant sur pied, ben, pourquoi pas l'intégrer avec ce qu'on fait déjà, qui est déjà bon pour le développement de l'athlète et le développement du sport. Donc, je pense que ce côté-là, il faut qu'on soit un peu plus ouvert à voir comment qu'on peut accepter d'autres façons de faire pour que le jeune atteigne un autre niveau. Puis, les académies, c'est un des sujets qui est très sensible ici au Québec quand ça vient aux académies. Et puis, je pense qu'on devrait commencer à être un peu plus ouvert par rapport à ça. Mais je pense que oui, définitivement. Et aujourd'hui, Arius, ton opinion personnelle, si j'ai un jeune de 12-13 ans qui commence à s'intéresser au soccer, qui commence à dire « Ah ben tabarouette, je serais peut-être bon, j'ai peut-être certaines aptitudes. » Ce serait quoi aujourd'hui pour toi, là? Tantôt, on dit il y a plusieurs chemins, mais si toi, tu avais un choix à faire, tu es papa d'un jeune de 12-13 ans qui aurait peut-être des chances d'évoluer dans le soccer, c'est quoi le chemin que tu lui ferais suivre présentement? Bonne question. Ben, je crois que, premièrement, à 12 ans, il est jeune. Il est jeune. Et puis, bon, si le club peut lui offrir quelque chose de bien, puis un bon service pour son développement technique et tous les aspects qu'il a besoin, il va rester dans son club. Et puis, si je peux lui donner un surplus, à mon enfant qui est pendant l'été, un programme de camp d'été, une semaine, un programme de ci, un programme de ça. Et aussi, à 12 ans, moi, j'ai joué professionnel, j'ai 2 enfants qui sont à peu près vers cet âge-là. JF, je les fais toucher presque tous les sports. Donc, c'est ça, il faut qu'ils voient autre chose. Il faut qu'ils voient autre chose. Je les fais faire autre chose parce qu'ils développent d'autres aptitudes aussi dans les autres sports. Donc, je commence pas à vraiment être spécifique avec eux à 12 ans, mais je pourrais te dire à partir de 13, 14, 15 ans, mais là, si tu me reposes la même question, ben, c'est sûr, je vais essayer de trouver un programme élite, un programme de haute performance qui soit le sport-études qu'on a ici, qui soit, s'il a le niveau pour être au Centre national haute performance, ben, d'aller voir. Puis ça, encore là, c'est des choix, c'est des sélections qu'on fait. Donc, est-ce qu'on a les moyens aussi d'y accéder aussi, tu comprends? Donc, encore là, ça devient difficile. D'où vient le décrochage de ces jeunes-là à partir de ces âges-là? Parce qu'il y en a quand même plusieurs bons joueurs là qui ont passé justement par le CNHP, ceux qui ont les moyens d'accéder au CNHP, c'est le Centre national de haute performance. Centre national haute performance, exactement. Dans le monde du soccer. Donc ça, c'est du côté de Montréal, la place exacte. Exactement. Fait que, pour expliquer rapidement aux auditeurs, c'est que le programme Centre national haute performance, c'est les athlètes qui font partie de la sélection d'équipe du Québec et qui font aussi partie d'un programme de sport-études qui sont appelés à venir au Centre national haute performance à partir de secondaire 2 jusqu'à secondaire 5. Fait que c'est un bon plan de développement pour ces jeunes-là. C'est un bon plan de développement pour ces jeunes-là. Ils sont bien encadrés. Ils sont avec les meilleurs techniciens qui est considéré comme au Québec. Donc, ils sont très bien encadrés. Et est-ce qu'on donne assez, en terminant là, sur ce sujet-là, est-ce qu'on donne assez de place justement au Québec et assez de reconnaissance à nos académies qui essaient d'évoluer en parallèle avec le circuit traditionnel? Non, parce que la fédération, les académies sont reconnues comme des buts lucratifs.
Donc, la fédération, elle travaille pour des abus non lucratifs. Donc, en ce moment, elle ne reconnaît pas vraiment, à part l'Académie de l'Impact, qui est une équipe professionnelle qui est gérée par l'Impact de Montréal. Donc, c'est dans ce sens-là que je disais, la fédération devrait avoir une petite ouverture pour les buts lucratifs parce qu'ils investissent dans le développement du foot au Québec. Donc, je pense qu'ils ont aussi un petit mot à dire là-dedans, je pense que dans oui. le développement. Et parce que souvent, ceux qui le font, ils le font très bien. Là. Ils le font très bien, puis ils le font avec passion. Donc, tandis que rien à enlever encore aux bénévoles, puis rien à enlever à tout ce que Soccer Québec a fait depuis des années dans le développement des entraîneurs, des éducateurs. Rien à les enlever, mais je pense qu'il y a encore un gros chemin à faire et à ce côté-là. Puis, si on reste dans notre petite région à nous, JF, toi qui as été entraîneur, qui a fait partie d'un club, ben, on a encore beaucoup de lacunes, puis on a beaucoup à faire pour mettre en place un bon développement pour nos jeunes au Québec. Donc, je pense qu'on est tous les amateurs qui connaissent bien le foot au Québec ou qui ont déjà fait partie d'un club au Québec connaissent très bien la situation. Puis, on doit juste faire face à la situation puis de faire un changement. Et ce changement-là, je pense qu'il va arriver avec une convergence, on va l'appeler comme ça, des équipes et des formations de soccer disponibles sur le territoire québécois. On a la CPL qui évolue donc au circuit canadien, qui n'a pas encore de club au Québec. On a le club de foot Montréal qui est là et qui est un bel exemple pour nos jeunes. Donc, la CPL, ça commence à bourdonner les projets au Québec. Le Manic, aujourd'hui, qui annonçait donc qui ont lancé un sondage, on va le dire comme ça, pour savoir si les gens étaient intéressés à s'impliquer au niveau d'un club de la CPL du côté de Montréal. C'est une bonne chose, pareil, pour le rayonnement du soccer. C'est une excellente nouvelle. J'espère que pour eux que le projet va s'accomplir, va aboutir. Pourquoi, encore une fois, JF, on revient à la même chose, les jeunes ont besoin de jouer. Donc, si c'est seulement l'Académie de l'Impact, si c'est seulement les équipes du Québec, si c'est seulement le CNHP, si c'est seulement les programmes de sport-études, les autres qui se développent dans leur club et qui se développent un peu plus tard ont besoin aussi de jouer. Donc, s'ils ont l'occasion de jouer pour un club comme le Manic dans la CPL, pourquoi pas? Le développement s'est fait un peu plus tard, pourquoi pas? Donc, on a parlé la semaine passée, on a parlé de cette ligue. On voit l'importance d'avoir les joueurs locaux sur le terrain. Donc, c'est une ligue qui a été mise sur pied, en place pour le développement du foot canadien. Donc, on voit beaucoup de joueurs québécois qui commencent à trouver leur niche un peu partout dans cette ligue. C'est bravo pour eux, puis bravo pour le développement bravo pour cette belle initiative de mettre cette ligue-là sur pied. Donc, le Manic devrait annoncer sous peu, pas sous peu, mais selon les résultats du sondage qui mène présentement, devrait être en mesure là, d'aller de l'avant ou pas avec un projet de CPL à Montréal. On avait commencé à parler de quelque chose de similaire. Fait qu'on va vous revenir avec quelque chose là-dessus, mais tu sais, nous autres aussi, on travaille à faire émerger quelque chose dans ce sens-là. Puis là, il est trop tôt dans le projet pour qu'on s'avance sur quoi que ce soit, mais la question avait été posée la semaine dernière. Exactement. Qu'en pensez-vous? Donc, tu sais, nous autres aussi, on est à l'affût, puis on suit sensiblement la même démarche que le Manic de Montréal. Donc, on va poursuivre dans ce sens-là. Puis, on devrait avoir d'ailleurs les gens du Manic normalement la semaine prochaine si tout va bien. Oui. Fait que, tu sais, c'est quand même une bonne tête. C'est Gary. Gary. Encore une fois, JF, c'est une académie qui est arrivée, une académie les Rangers. Privée, et puis les Rangers, et puis encore là, c'est un parent. Et lui, il explique très bien son histoire. Lui, la première fois, ça l'a frappé aux yeux de voir à quel point
au niveau du développement du foot ici au Québec que beaucoup de jeunes n'avaient pas la possibilité de jouer, puis il y en a qui étaient inscrits, puis qui étaient sur le banc, qui ne jouaient pas, et puis que le développement se faisait de n'importe quelle façon parce que c'était papa, maman qui étaient impliqués. Et encore là, je vous le dis, rien à enlever à un parent qui est impliqué dans le foot, mais il doit être impliqué dans le foot pour les bonnes raisons. C'est ça, il doit être impliqué dans le foot pour les bonnes raisons. Donc, quand j'ai dit le vrai pouls du problème n'est pas là, c'est les bénévoles qui sont impliqués dans le foot et qui nuit au développement du foot. On peut n'importe quel, comme tout à l'heure, les pyramides en place et tout, la structure et puis les beaux mots, mais tout le travail se fait sur le terrain. Donc, on veut s'assurer que le travail se fait sur le terrain avant tout pour qu'on puisse atteindre un bon niveau puis espérer avoir des équipes à Québec, à Rivière-du-Loup, à Rimouski, un peu partout dans le pays. C'est sûr, c'est définitif. Plus qu'il va y en avoir, puis le gap présentement, là, il est trop élevé. Tu sais, on essaie de former des jeunes jusqu'à la PLSQ, mais entre la PLSQ puis la MLS, il y a quand même un haut niveau de jeu, là. Fait que il faut justement une ligue comme la CPL qui vienne faire un peu une transition entre les deux. Puis je me demande même s'il en manquerait pas un autre. Pour assurer là, qu'on fasse vraiment une belle transition des jeunes vers le milieu professionnel. Donc, oui, la CPL, mais je pense que c'est vraiment une coche en haut de la PLSQ. Mais entre la CPL et la MLS, on va le voir là avec le match Toronto contre Forge, qui devrait nous donner un peu une idée là, du niveau de la MLS. Fait que c'est là qu'on va voir, mais je pense qu'il y a encore un gap important entre les deux. Un gap énorme. Et puis, écoute, la MLS s'en va déjà sur un bon moment qu'elle existe. Puis, on a vu aussi déjà l'évolution de la Ligue puis de certains clubs. Puis, la CPL a seulement 2 ans d'existence. Et puis, on voit que, bon, il y a des joueurs, les joueurs sont jeunes, c'est des joueurs qui sortent des académies MLS. Donc, c'est des joueurs en plein développement. Donc, c'est une ligue en plein développement, pas comme la MLS, que maintenant, il y a des joueurs qui gagnent des millions. Donc, c'est tout à fait différent. On voit le niveau le dit au niveau des salaires aussi. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Puis, j'avais vu avant, Eric qui avait mentionné pour... ouais, c'est ça. Ben, écoute, Eric, moi, je pense que ça va être aussi important que de compétitionner avec CF Montréal parce que ça va forcer à CF Montréal de dire qu'ils sont plus seuls et puis qu'ils doivent offrir aussi un bon service. Exactement. C'est drôle, puis j'ai vu un article de ça à la presse, justement, quelqu'un qui parlait de ça, qui disait exactement qu'il faut que le CF Montréal commence à avoir un peu de compétition aussi. Ben oui, je pense que ça va les rendre meilleurs et une rivalité également CPL. Je pense que ça serait bon parce que ça le cachera pas. Je pense pas que Québec présentement aille le marché qu'il faut pour un club MLS. Donc je pense pas qu'on puisse au Québec avoir 2 clubs MLS, du moins pas pour l'instant. Alors tu sais deux clubs CPL. Rivalité Québec-Montréal, moi, je pense que c'est bon pour le développement du soccer. Puis, tu sais, ça peut même aider à un moment donné le club de foot Montréal parce que là, les gens vont avoir de l'intérêt puis là, ils vont dire, OK, on va peut-être bien se déplacer de Québec vers Montréal au Stade Saputo pour aller voir jouer justement l'Impact. Donc, je pense que ça va être bon. Mathieu qui nous dit la compétition, ce sera bon pour améliorer le développement. C'est définitif que ça va aboutir par là. Donc, des ligues, des équipes de PLSQ, il en faut le maximum. La CPL, moi, je pense que Québec, Montréal, Trois-Rivières, peut-être éventuellement, Moncton du côté du Nouveau-Brunswick. Il y a de quoi à faire dans l'Est, c'est sûr. Ça, c'est certain qu'il y a quoi à faire dans l'Ouest. Puis sur l'île, il y a quelque chose à faire, sur l'île de Montréal. Et dans la ville de Québec, il y a quelque chose à faire. Ouais.
pour la ville de Québec et les gens du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, parce que la route est longue quand même. Là. Tu parlais d'investissement, mais si je veux aller voir un bon match de soccer, si je sors de la Gaspésie, je dois faire un 8 heures de route pour arriver à Montréal, pour aller voir un match de soccer, puis dépenser la nuit, passer la nuit là-bas. Donc, c'est quand même un bon investissement. Donc, oui, 1 fois, 2 fois dans l'année, peut-être je pourrais comme partisan, je pourrais le faire. Mais j'aimerais ça aussi avoir un club plus proche et puis que je peux descendre un peu plus souvent avec mes enfants qui sont des fanatiques de foot. Donc, je veux leur donner cette opportunité-là. Donc, il faut penser à tout le monde, à toute la société qui dépense et puis qui fait rouler l'économie, non? C'est clair. En terminant, Arius, CF Montréal est en partenariat avec Soccer Québec. Est-ce que ça peut nuire aux autres clubs pro à venir? Faut comprendre une chose, il y a le PLSQ, si je me trompe pas, les clubs doivent être affiliés au réseau Soccer Québec. Donc, on pourrait pas demain matin dire on se prend 3-4 chums, on se crée une équipe PLSQ puis on invente un club privé qui va jouer en PLSQ. Je pense qu'on peut pas faire ça. Si je me trompe pas, je veux pas vous t'induire en erreur, JF, je pense qu'on a encore une fenêtre de 2 ans si on veut faire un regroupement pour rentrer en PLSQ. OK. Un regroupement. Mais un regroupement de clubs reconnus par la fédération. Voilà, exactement. Donc, je pourrais pas demain matin lancer, par exemple, le Blizzard de Rivière-du-Loup, puis dire, nous autres, on a une équipe, ça s'appelle le Blizzard, puis on s'en va jouer, puis je ramasse des joueurs où ce que je veux, puis c'est mon équipe. Ça se ferait pas, je pense, en PLSQ. Non. Par contre, les Blizzards peuvent s'affilier avec le Mondial de Rivière-du-Loup, puis dire, OK, nous, on est les Blizzards de Rivière-du-Loup qui représentent le club de la PLSQ, et vous autres, vous êtes le Mondial qui représente les amateurs. Donc, je donne un exemple rapide. OK. Donc, ça se pourrait. Mais en CPL, c'est des entreprises privées. Donc, il y a rien qui attache la CPL à une ligue. Il y a rien qui attache, et même non seulement il y a rien qui attache la CPL à la MLS, mais les clubs CPL ne peuvent pas devenir des filières donc des clubs MLS. Donc, on pourrait pas dire à Montréal, à Québec, on met le club école du club de foot Montréal. C'est ça. Exactement. On pourrait pas faire ça, mais on pourrait créer quand même un partenariat et dire, bon, on prend des joueurs en prêt, ça, c'est possible. Mais je pourrais pas devenir officiellement le club école de CF Montréal. Donc, partenariat avec Soccer Québec, oui, mais ça a certaines limites. Mais est-ce que ça va nuire? Ça peut nuire aux autres clubs pro? Je crois pas que ça peut nuire aux autres clubs pro. Donc, comme Jeff lui dit, si c'est privé, puis ça va pas nuire aux autres clubs. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour, Jeff, encore une fois. Et puis, merci beaucoup. Puis, ça a été un bon podcast. Je pense que oui. Merci beaucoup. Oui. Et puis, merci aux auditeurs. Et puis, encore une fois, à votre fidélité. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bye-bye, Arius. Bye-bye, Jeff. Bye-bye, tout le monde.